Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux femmes sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéressera à ces vendeuses de vivres frais au Cameroun, plus communément appelées Bayam Selam. Et puis au sommaire également de cette émission, la Libye toujours en proie à une instabilité sécuritaire de grande ampleur. Et pourtant un quartier de Benghazi est aujourd'hui libre. Les forces loyalistes ont réussi à déloger les terroristes. Mais pour combien de temps? La question reste en suspens. Et au Niger, Amadou est toujours en détention. Il ne se retire pas de la course à la présidentielle et ira quand même au second tour. Sa formation, la COPA 2016, quant à elle, appelle au boycott des élections et s'est d'ailleurs retiré du processus électoral. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. À ma gauche, notre invitée Marie-Thérèse Altermat-Massing, qui est présidente du GIFA, l'EPFIDA, le groupement international d'investissement des femmes actives. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-François Akandi Kambé. Jean-François, ravi de vous accueillir. Bonsoir Amira, plaisir comme d'habitude. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La ville de Benghazi, un bastion de la rébellion libyenne de 2011, renoue timidement avec la paix. Les familles déplacées depuis plus d'un an ont enfin retrouvé leur foyer dans le quartier d'Al-Liti, resté aux mains des terroristes pendant plus d'un an et demi. Des familles entre joie et désespoir car la ville a été considérablement endommagée par les affrontements. C'est un sujet d'Oumou Kelsoumba. Après des années de guerre civile, le quartier de Leissi, situé à Benghazi, revit. La capitale de l'ex-rébellion libyenne, Benghazi, d'où est parti le soulèvement contre le président Muammar Kadhafi, renoue avec la paix. Depuis plus d'un an, des milliers de familles ont déserté le quartier à cause de la rébellion et des militants islamistes. Au cours des dernières semaines, l'armée a fait d'importants progrès dans plusieurs quartiers de la ville orientale, y compris le quartier de Leissi. Malgré l'étendue des dégâts et la destruction des logements, les résidents sont heureux de rentrer chez eux. La joie que je ressens est indescriptible. Je suis très heureux. Je ne peux pas croire que nous soyons de retour. Nous sommes revenus et nous avons vu que notre maison avait été touchée par une frappe aérienne. On souhaite que la Libye retrouve une paix durable. La crise libyenne a eu des conséquences plurielles et importantes. La ville de Benghazi, bastion des islamistes, a vécu les dégâts collatéraux de la guerre civile. Grâce aux forces de sécurité qui ont multiplié des opérations coup de poing, le quartier de Leissi a renoué avec la paix. Cependant, les habitants sont confrontés à un manque d'eau et d'électricité. De nombreux résidents de la région de Leissi sont retournés après le déminage des maisons, écoles et institutions étatiques dans la région. J'espère que le conseil municipal et le gouvernement travaillent rapidement pour remettre l'électricité dans la zone afin que les résidents soient à l'aise chez eux. Depuis 2014, la Libye a deux gouvernements rivaux, l'un basé dans la ville orientale de Baïda et l'autre dans la capitale à Tripoli. En décembre 2015 s'est tenue la 7e réunion des pays limitrophes de la Libye. Objectif, trouver un consensus politique pour un retour à la paix et la stabilité. Daouda, on l'a vu, Liti est resté pendant 18 mois aux mains des terroristes. Ce quartier est aujourd'hui libre. On ne peut que saluer cette situation. Mais attention tout de même à ne pas crier victoire trop vite. On le sait, les terroristes peuvent revenir à tout moment. La Libye reste quand même un pays particulièrement instable. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est reconstruire ce quartier. Car comme on l'a vu dans ce reportage, il a été complètement détruit par les affrontements. Oui, tout à fait, Amira, c'est bien visible, complètement détruit et il faut reconstruire pour donner espoir à ces populations qui habitaient là avant. Mais pour le moment, si on reconstruit et qu'on permette à ces populations de revenir, il faut aussi une activité économique autour. Et on sait très bien que l'activité économique locale est aussi dépendante de l'activité économique nationale. Or, la situation aujourd'hui en Libye est quand même assez dramatique encore, même s'il y a un
un gouvernement d'union nationale qui est annoncé avec un conseil présidentiel qui a été mis en place. Il reste quand même que ce conseil présidentiel a du mal à s'imposer puisqu'il lui faut bien entendu être légitimé par les parlements. Et le parlement de Tobruk qu'on pensait peut-être qu'il serait le premier à ratifier, en tout cas à donner une certaine légitimité à ce gouvernement, à ce conseil présidentiel, ne le fait pas. Et ne le fait pas. Donc moi j'ai toujours défendu rapidement une Libye reconstruite sur la base d'une solution politique et non pas d'une intervention militaire. Maintenant la solution politique, on y est presque, pas totalement encore, mais si ce conseil présidentiel arrive à se mettre en route et à avoir sa légitimité, on peut peut-être avoir une intervention militaire finalement. Tous ceux qui ne se rallient pas à cette autorité pourront être combattus, mais avant cela, il faut bien entendu que les deux parlements valident cet accord. Madame Altermat-Massing, justement, il y a deux écoles qui s'opposent, ceux qui sont partisans de l'intervention militaire et ceux qui croient encore en une issue diplomatique. De quel côté vous situez-vous? L'issue diplomatique, bien naturellement, parce qu'il y a eu beaucoup de sang. N'oublions pas que Benghazi est en ruine. Les deux partis qui se réclament de la coalition internationale doivent se mettre sur une table de négociation. Et la communauté internationale doit intervenir pour sécuriser, parce que les islamistes ils sont là, les terroristes ils sont à côté. Si la ville a été reprise, pour combien de temps? Moi j'aimerais que cette ville-là soit sécurisée, j'aimerais que cette ville soit sécurisée par la communauté internationale et instaurer la paix, une paix durable et permettre à ses habitants de rentrer chez eux, quand bien même c'est en ruine, et permettre aussi la reconstruction de la ville, relancer l'économie et permettre aussi aux gens de vivre normalement et en sécurité. Jean-François, justement, la Libye a été au cœur de la visite du ministre tunisien des Affaires étrangères à Moscou. Il était à Moscou ce lundi. Il a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov. Alors, la Tunisie et la Russie sont d'accord pour une intervention militaire, mais seulement avec l'aval et le consentement des Nations Unies, justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs que 2011. Mais dans un tel contexte où deux parlements rivaux s'affrontent, où des groupes terroristes pullulent un peu partout, où on ne distingue plus vraiment les milices armées et les djihadistes, comment garantir la réussite d'une intervention militaire? Et surtout, contre qui les contingents vont-ils se battre? Amira, il y a, en regardant ce reportage, on hésite entre une infinie tristesse et la révolte, parce que quand même, ce que nous avons vu là, c'est le résultat d'une intervention militaire, précisément internationale, qui a été mal conçue, mal organisée, et puis surtout qui visait des objectifs qui avaient tout à voir, avec tout, sauf avec la stabilité du pays. Moi, je ne suis ni partisan de l'option militaire, ni un ange ou un angéliste. Je pense que dans ce contexte-là, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de principes simples qui soient mis sur la table. L'objectif de l'unité du pays, de la Libye, c'est un objectif simple. Il y a un certain nombre de groupes qui sont favorables à cela, d'autres groupes qui ne le sont pas. L'objectif d'un retour vers un gouvernement, même un gouvernement d'union nationale. Il y a des groupes qui sont pour, d'autres groupes qui ne le sont pas. Et on fait quoi de ceux qui sont contre? Ceux qui sont contre, il faut les combattre avec les armes à la main. On a été capable d'aller en Libye, en tout cas la France, les États-Unis, sous couvert des Nations Unies, ont été capables d'aller en Libye. Et à ce moment-là, on estimait que ce gouvernement était illégitime. Et donc on est intervenu. Pourquoi contre des groupes qui sont là, qui massacrent, qui n'ont pas d'autre objectif que de se nourrir du sang des hommes et des femmes et de piller l'économie nationale à leur propre profit? Pourquoi contre ceux-là il faudrait les mettre à nouveau autour de la table et on les respecte encore plus que le gouvernement légitime d'alors de la Libye? Donc, la solution militaire me semble importante. Il faut que ça soit réfléchi rapidement pour la Libye, mais aussi pour les États riverains. Vous avez évoqué le cas de la Tunisie tout à l'heure. C'est toute la région, voire au-delà, qui est perturbée par ça. Et au Niger, la coalition de l'opposition, la COPA 2016, a confirmé son retrait de la gestion du processus électoral. Elle a appelé d'ailleurs les électeurs à boycotter le second tour de l'élection, second tour prévu le 20 mars. Sama Amadou, le candidat de cette même COPA 2016, qui est arrivé à deuxième, ne s'est quant à lui
toujours pas désisté. Lui ne s'est pas retiré. Il ira bien donc au second tour de l'élection présidentielle. Rappelons tout de même que son état de santé est manifestement très grave. C'est ce qu'a affirmé ce lundi son médecin. C'est un sujet de Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'opposition va boycotter le scrutin prévu le 20 mars 2016. La coalition pour l'alternance, COPA 2016, dont le candidat Hama Amadou doit affronter au second tour de la présidentielle le président de la République sortant, a annoncé le maintien de sa candidature au scrutin. Selon le secrétaire général du Modern Fall Lumana, Issoufou Mahamadou sera en face d'un candidat fantôme. Le peuple est au-dessus de tout. Il s'est exprimé et a conféré à Hama Amadou la légitimité d'être présent au second tour. En raison du respect et de l'attachement qu'il a pour la souveraineté du peuple, il ne saurait y renoncer. Il y a rupture d'égalité entre les deux candidats. Nous ne pouvons accepter que notre candidat puisse se présenter aux élections dans des conditions d'affaiblissement, diminuer de 40 à 60% de ton potentialité de combat politique. Nous allons demander à l'ensemble des militantes et militants de nos partis, à tous les sympathisants de nos partis, à tous les patriotes sincères et démocrates, de ne pas prendre part au scrutin prévu pour le 20. La Commission électorale nationale indépendante CENI organisera le scrutin, même sans l'opposition soutient le président de l'institution. Elle a déjà effectué le tirage au sort de la position des candidats sur le bulletin unique et procédé à l'impression des bulletins. Nous œuvrons pour éviter un vide institutionnel aux conséquences imprévisibles. Donc, ce n'est pas le retrait d'un candidat qui va nous empêcher de tenir ces élections le 20. Nous sommes déterminés à organiser ces élections à la date prévue, conformément à la Constitution et les lois électorales. Avant toute participation au scrutin, l'opposition demande la libération du candidat Hama Amadou. Elle exige également la prise en compte des recours en annulation de certains résultats contestés du premier tour, introduite auprès de la Cour constitutionnelle. Le fait de ne pas pouvoir s'entendre pour conduire ce processus à terme peut dénoter aussi d'une éventualité de crise politique qui peut se poursuivre et qui peut même s'aggraver. Au premier tour de la présidentielle, Hama Amadou a obtenu 17,73% des suffrages contre 48,43% pour le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou. Jean-François, beaucoup de personnes sont dubitatives face à cette élection présidentielle. On peut même parler d'une élection présidentielle un petit peu étrange, et ça depuis le début. Oui, Amira, je vais ajouter à votre dubitativité ma perplexité. C'est vraiment une situation dans laquelle on ne sait plus à quel sens se vouer. On est en train de poser plusieurs premières en Afrique d'une certaine manière, voire dans les démocraties d'une manière générale. Il y a cette question, cette fameuse question, si le candidat se retire, qu'est-ce qu'on fait? La CENI dit, nous poursuivons l'exercice jusqu'à son terme et donc jusqu'à l'organisation du deuxième tour. Ça reste à discuter. Et puis, par ailleurs, autre perplexité, quand on voit la réaction de l'opposition, la constitution nigérienne, comme toutes les constitutions africaines, ne prévoit pas que ce sont des partis qui vont au deuxième tour. Ce sont des candidats qui ont obtenu un certain suffrage qui vont au deuxième tour et évidemment, dans le jeu politique, les partis les soutiennent. C'est un peu à front renversé, c'est le parti qui soutient, qui n'a pas d'existence électorale constitutionnelle, qui vient maintenant demander au candidat qui a le droit constitutionnel de se présenter et qui entend se présenter, de se retirer, et qui, s'il ne se retire pas, en tirera des conséquences un peu. Tout cela, on peut faire des analyses affinées, etc. Mais ce que j'espère, c'est que tout cela ne débouchera pas sur une crise post-électorale, parce que d'une certaine manière, quand on entend les membres de l'opposition parler, c'est un peu à cela qu'on est en train de préparer les esprits. Madame Altermat Massing, j'aimerais que vous rebondissiez sur les propos de Jean-François, des propos qu'on a entendus dans le sujet par cet acteur de la société civile. Est-ce que le Niger se dirige vers une crise post-électorale? J'espère que non. De toute façon, la politique de la chaise vide a toujours été une mauvaise politique.
ceux qui appellent au boycott, moi je trouve que ce n'est pas une solution. Vaut mieux aller et voter parce que celui qui est arrivé en deuxième position peut l'emporter. Je ne connais pas tellement le bilan du président Issoufou, mais je n'ai jamais vu un président sortant africain perdre les élections. Donc quoi qu'il arrive, moi je crois qu'il va les emporter, ces élections. Mais le problème, c'est que tout le monde puisse y assister et n'est pas boycotté. Sinon, on joue le jeu du président sortant. Oui, justement, Daouda, avec un deuxième candidat qui vient d'être lâché par sa formation politique, hein, le président Issoufou a plutôt toutes les chances de l'emporter. Oui, plutôt toutes les chances de l'emporter. Et moi, je comprends je comprends la position qui a été exprimée par notre invité. Par contre, moi, j'ai déjà vu un président sortant perdre une élection. Donc, bien entendu... Au Sénégal, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, heureusement que c'est possible en Afrique. Et j'ai envie de dire, à ce niveau-là, peut-être qu'on aurait dû bien avant faire jouer le droit en faveur de la société. C'est-à-dire que le droit n'est pas... le droit doit être au service de la société, à mon avis. Hein. Je dis ça à côté de Jean-François, mais je maintiens bien entendu cela. Et pas l'inverse, et pas des aspirations individuelles. Donc, pourquoi pas une liberté provisoire, si on l'avait accordée pendant la campagne à Amadou, peut-être qu'on n'en serait pas là. Justement, la Cour d'appel a dit qu'elle statuerait le 28 mars, hein, soit 8 jours après le deuxième tour. C'est également assez étrange. C'est trop tard, puisque... Oui. Moi, je me demande pourquoi l'opposition qui crie partout ne saisit pas la Cour constitutionnelle ou le candidat lui-même ne saisit pas la Cour constitutionnelle pour rupture d'égalité. Au moins, la Cour constitutionnelle statuerait, on saurait où on va. Hein, on viderait au moins ce conflit-là. Exactement, puisque de toute façon, Hama Amadou a quand même une certaine légitimité pour être arrivé au deuxième tour. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que voilà, une liberté provisoire aurait dû même être prononcée bien avant le deuxième tour. Maintenant, pour terminer juste, je dirais simplement que je ne comprends pas les organisations régionales. Elles attendent qu'il y ait crise pour intervenir. Là, à mon avis, la CEDEAO, par exemple, aurait pu en tout cas, ouvrir des négociations entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.